Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Dans la deuxième heure de ce programme, c'est-à-dire à partir de 19h, on basculera en mode sérieusement décalé avec ce soir le canular téléphonique de Caboret l'intellectuel. S'en suivra le quart d'heure acoustique sur scène ce soir. Jupiter près de moi, Four Non-Blondes, WhatsApp et Ozier, Take Me to Church. Mais avant cela, on est 18h, c'est Check on Air. Je reçois pour vous ce soir Mamadou Touré, fraîchement promu ministre de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune, porte-parole adjoint du gouvernement. Ensemble, nous nous projetterons sur ce qu'il entend faire dans les mois à venir dans son département. Et vu qu'il est par ailleurs porte-parole du RDR, parti membre du RHDP, la coalition au pouvoir, nous évoquerons inévitablement l'actualité politique. Entre deux échanges, je me ferai fort de relayer les questions de confrères de la presse imprimée, en l'occurrence Mamba Mafungbe de LG Info et Fousseni Touré, journaliste donc au service politique du quotidien Le Patriote. Les auditeurs ne seront pas en reste, ils pourront poser leurs questions en direct via deux lignes de téléphone au standard de Prosper Muller, 20 21 85 52 20 21 30 44. Mamadou Touré, bonsoir. Bonsoir. À l'évocation de votre nom, on pense d'abord porte-parole du RDR avant de penser ministre. C'est une bonne chose ou pas? Écoutez, pendant des années, j'ai été le porte-voix du camp présidentiel dans les médias. Ceci étant, depuis bientôt 1 an et demi, je suis au sein du gouvernement, d'abord en tant que secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique de la formation professionnelle et puis récemment en tant que ministre de la promotion de la jeunesse. C'est cela. Donc il va falloir s'habituer aussi à ma qualité de ministre en charge de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes. Alors vous en parlez, venons-en premièrement donc à votre casquette de ministre et singulièrement donc à l'appellation, la formulation. L'intitulé exact c'est ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. N'est-ce pas quelque peu redondant? Non, le chef de l'État a pris une option en 2015. Nous avions déjà un ministère de la promotion de la jeunesse, mais a pris l'option de dédier un ministère spécialement à l'emploi des jeunes. Donc la promotion des jeunes vise donc toutes les mesures, initiatives permettant aux jeunes de s'épanouir, d'être autonomes, d'être encadrés. Je parle notamment des associations de jeunes qui bénéficient d'un encadrement spécifique de la part du ministère. Et l'emploi des jeunes vise à coordonner toutes les initiatives gouvernementales avec un seul objectif, l'amélioration de l'employabilité et l'insertion des jeunes. Alors, vous êtes tout nouvellement promu donc ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, donc vous héritez évidemment de l'actif et du passif de vos prédécesseurs. On va en arriver justement au plan d'action que vous prévoyez à court et à moyen terme. Et pour servir de transition, je propose qu'on écoute cette question de Mafou Migwamba du quotidien LG Info. On l'écoute en quelques secondes. En votre qualité de ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, quelle est votre politique pour mettre les jeunes Ivoiriens au travail qui, depuis quelques années, sont beaucoup tentés par l'immigration clandestine? Voilà, comment le ministre compte mettre les jeunes au travail, des jeunes qui de plus en plus sont tentés par l'immigration clandestine? Deux choses. Je considère que les jeunes... Si c'est que deux choses, c'est super. Oui, en deux choses, on peut arriver à créer des emplois, c'est super. Je considère que les jeunes sont déjà au travail. Les jeunes sont au travail quand ils ont l'opportunité de travailler. Et notre rôle en tant qu'État, c'est de créer les opportunités pour ces jeunes-là. Soit à travers les initiatives menées par l'État, ou à travers donc l'assainissement de l'environnement des affaires pour que le secteur privé crée de l'emploi pour les jeunes. Absolument. Et ça, je peux vous rassurer que nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'insatisfactions qui sont exprimées. Nous sommes en train de finaliser aujourd'hui les prises de contact et l'évaluation de la situation en interne. Nous irons beaucoup plus loin dans les résultats déjà obtenus. Est-ce que c'est pas inquiétant pas inquiétant ce que vous dites? Non, j'arrive. Depuis 2011, si c'est maintenant que vous êtes en train d'analyser ça, c'est inquiétant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je viens d'être nommé il y a à peine 2 mois. Depuis 2015, il y a un ministère de l'Emploi des jeunes qui a été créé. Il y a des résultats obtenus. Ce ministère a permis d'insérer pas mal de jeunes à travers différentes initiatives. Malgré ces efforts, vous convenez avec moi que la jeunesse continue donc de demander un peu plus. Et pour cela... De demander beaucoup. De demander beaucoup. Pour ne pas dire beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment qu'il ne revient pas à l'État de créer des emplois, mais de plutôt créer les conditions qui favorisent l'emploi? Ça dépend. Effectivement, le rôle de l'État, c'est de créer l'environnement économique qui permet donc à l'emploi, à l'économie de générer de l'emploi, avec les investissements, le secteur privé et autres. Mais lorsque vous avez des pays comme les nôtres qui sont sortis de crise, et que pendant ces années de crise, malheureusement, ceux qui ont été le plus touchés
ce sont les jeunes, forcément se met en place des initiatives d'urgence pour aider et pour prendre en compte cette couche qui est vulnérable. Donc, il n'y a pas de contradiction à ce qu'il y ait des mesures spécifiques, des mesures d'urgence en faveur de l'emploi des jeunes, et parallèlement que la dynamique économique qui est en cours et qui permet aujourd'hui à un secteur privé de devenir de plus en plus compétitif, et que cette dynamique économique crée de l'emploi aussi pour les jeunes. Parlons de l'actualité politique, sans transition aucune. Actualité dominée par le départ du PDCI, du parti unifié le RHDP. Vous en pensez quoi ? Je ne crois pas que le PDCI soit parti. Non, ils sont partis. Je ne crois pas que le PDCI soit parti. Bon, une bonne partie avec Bédié à sa tête. D'accord. Là, vous relativisez, parce que nous avons un bon nombre de cadres du PDCI. Sauf que l'actualité ces dernières années a démontré que le PDCI, c'est d'abord et avant tout Bédié. Bon, je vous laisse la responsabilité. Ne jouons pas avec les mots. Non, je vous laisse la responsabilité de ce que vous dites. Le président Bédié, incontestablement, est une figure importante et emblématique au PDCI, mais nous notons aussi que bon nombre de cadres du PDCI, et non des moindres, des élus qui comptent, qui ont une légitimité dans les différentes régions et dans les différentes localités, sont membres du RHDP Parti Unifié, ont pris part à l'Assemblée Générale Constitutive du RHDP. Donc le PDCI, à travers donc ses nombreux cadres et militants, est membre donc du RHDP. Ça, c'est un discours qui est très joliment politique. Non, je sais pas joliment politique. Quand vous prenez le président Aoussou Jano, quand vous prenez Adjoumani, quand vous prenez Patrick Hachi, quand vous prenez René Dibi, quand vous prenez Dao Paulin, quand vous prenez Anoblé Félix, quand vous prenez Fofana Sendou, je vous demanderai quel est leur parti, c'est le PDCI. Ah bon, mais ces personnalités sont pour le parti. Personne n'en dit ce qu'on vient. D'ailleurs, j'ai quelque peu nuancé mon propos en disant qu'une partie donc du PDCI. Mais il faut se souvenir que Bédié à lui seul a soutenu donc l'appel de Daokro et à lui seul a réussi donc à s'opposer aux décisions du congrès du PDCI. Donc c'est la figure emblématique, pas seulement une figure emblématique. Je suis d'accord que Bédié, le président Rikoda Bédié, est la figure emblématique du PDCI. Une question épineuse, centrale, c'est la refonte, voire la réforme de la commission électorale indépendante, telle que notamment suggérée par la CEDEAO, on peut le dire, via donc sa cour d'arbitrage. Il y a une question relativement à cela, la question de Mafung Ngomaba, du quotidien LG Info, qu'on va se faire fort d'écouter maintenant. Je voudrais votre avis sur le fait que le président de la République, en rentrant de Chine, s'est prononcé sur la tenue des prochaines élections municipales et régionales. Il a dit que la date du 13 octobre sera maintenue et que pour la réforme de la CEI, elle concerne l'élection présidentielle de 2020. Est-ce qu'il n'aurait pas fait mieux que de faire d'autres pas allant dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation en accédant à la requête d'une partie de la classe politique? Voilà, dans la mouvance de l'apaisement, ne serait-il pas bon que le président de la République fasse un autre pas pour un peu résumer la pensée de Mafungwe Bamba? Première chose, la position du chef de l'État n'a pas varié. Personne ne l'a contraint à annoncer la réforme de la commission électorale indépendante. Et pour le chef de l'État, il a été toujours clair que cette réforme se ferait après le cycle électoral. Donc nous avons un cycle électoral qui s'achève avec les élections locales à venir, avec un nouveau cycle électoral qui va s'ouvrir après ces élections locales à venir. Et dans la perspective de 2020, qui va consacrer un nouveau cycle électoral, le chef de l'État a estimé que, en tenant compte donc de l'avis de la Cour d'arbitrage de l'Union africaine et non donc de la CEDEAO, qu'il était opportun de rouvrir le débat avec la classe politique ivoirienne et aboutir à une commission électorale consensuelle, même si la commission électorale actuelle est consensuelle. Et je le dis à monsieur non mais bien évidemment, puisque bien sûr. Vous avez l'opposition qui est représentée au sein de cette commission électorale indépendante à l'issue donc de discussions. Donc la position de dire que nous aurons une nouvelle commission électorale indépendante pour 2020 est la position constante donc du chef de l'État. D'ailleurs, nous avions un processus qui a été lancé depuis plusieurs mois avec la révision de la liste électorale, avec le processus de dépôt des candidatures. On ne va pas arrêter un processus qui ne souffre d'aucune difficulté. Après les élections locales, les discussions s'ouvriront avec toute la classe politique ivoirienne et nous essayerons d'avoir le meilleur consensus possible pour que les élections de 2015 et de 2020 se fassent dans la quiétude et dans la paix. Vous y croyez au rapprochement PDCI-FPI ou pas?
Vous restez possible. Vous restez sceptique comme Laurent Gbagbo vis-à-vis en 2005. Tout est possible, mais la question de fond que je me pose, et ça n'engage que ma personne, pour quel projet? Vous savez, toute alliance doit... Pour faire partie du RDR et le RHDP du pouvoir. Mais ça, c'est pas un projet politique. Si vous m'avez dit qu'il se rapprochait pour améliorer le bien-être des populations, je dis oui, c'est possible. Mais si l'alliance est juste pour faire partie du RDR et le RHDP du pouvoir, ça veut dire qu'il n'y a pas d'offre politique et ça n'ira nulle part. Moïse Lida Kouassi, militant de premier rang du Front populaire ivoirien, tendance à Abdourahmane Sangaré, déclarait le 14 août dernier, donc c'est très récent, soit une semaine après l'ordonnance d'amnistie signée par le président de la République, je cite: « Aujourd'hui, celui qui parle au nom des Dida de Lakota à l'Assemblée nationale s'appelle Kouyaté Abdoulaye. Je trouve inadmissible que celui qui parle au nom des Abé à l'Assemblée nationale s'appelle Adama Bictogo, que celui qui parle au nom des Ani d'Aboasso s'appelle Sila. » Réaction. Ou celui qui parle des BT de Daloa s'appelle Mamadou Touré, parce que je suis député donc de Daloa. Mais il est totalement déconnecté. Je pense que c'est un vieux discours politique. Vous savez, notre pays a beaucoup souffert de tribalisme et de débats communautaires. Et pour nous, cela relève de la politique du passé, pour la jeune génération que nous sommes. La politique doit aller beaucoup plus loin que ça. Monsieur Lida Kouassi ne sait pas, par exemple, je prends mon cas personnel. Moi, j'ai été candidat à la députation à Daloa. Daloa, il y a une forte communauté du Nord en commune, et puis vous avez 14 villages BT. Mais il ira voir les scores à ces élections, il verra que j'ai gagné dans 12 des 14 villages BT avec plus de 60%. Pourquoi? Parce que Mamadou Touré a été élevé par une famille BT. Je suis le neveu du ministre Pierre Kipré. Et que la fille de Gbagbo, Léa Gbagbo, est ma cousine. Donc, les implications sociales ne peuvent pas être réduites à de simples slogans qui ne sont même pas conformes à la réalité. Sait-il que Houphouët-Boigny a eu sa carrière politique à partir de Korogo? Pourquoi Lida Kouassi a été candidat à Koumassi? Non, la pauvreté du débat politique est un danger pour notre pays. Et je pense que c'est une invitation à nous autres qui faisons nos pas, qui commençons en politique, qui devons opérer une rupture avec ce genre de discours. Simon Gbagbo est sorti de prison après la décision du chef de l'État, ordonnance d'amnistie signée donc le 6 août dernier. Du coup, elle a arboré, on peut le dire ainsi, la cape du pèlerin, du militant de la réconciliation. Vous en pensez quoi, assez rapidement? Mais son discours tranche avec le discours de Lida Kouassi. Et donc, le chef de l'État, le 6 août, lorsqu'il a pris la décision d'accorder le pardon de la nation à certains de ses fils et filles, a souhaité que cette perche qu'il tend soit donc saisie par tout le monde. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'encourager Simon Gbagbo à aller dans le sens de ce qui a commencé dans son discours et à aller plus loin. Bien noté. 20 21 85 52 20 21 30 44, ce sont les deux numéros de téléphone à composer maintenant. On verra justement ce que les auditeurs pensent de tout ce qu'on a dit depuis maintenant une cinquantaine de minutes en direct donc sur Nostalgie dans Chèque en Air. Au standard de Prosper Muller, un premier auditeur. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. À qui est-ce qu'on parle? Moi, c'est M. Serge Kwame. Vous êtes on air, nous vous écoutons. Ok, je voulais m'adresser au ministre, mais plus en sa qualité de secrétaire général délégué. D'accord. Récemment, nous avons suivi un peu sur les réseaux sociaux et dans les journaux des déclarations, à savoir des passes d'armes au niveau des jeunesses du PDCI et du RDR sur la question du parti unifié. Avec une déclaration produite par les jeunes du RDR montrant une volonté d'aller au parti unifié sans le PDCI, avec des prises de position des jeunes du PDCI qui se sont rendus rencontrer des responsables du FPI, laissant entrevoir que la jeunesse du PDCI veut se rapprocher du FPI. Quelle est la posture que lui, en tant que secrétaire général délégué du RDR et aux responsables du RHDP, pourrait recommander à cette jeunesse qui semble être celle-là même qui ne crée pas forcément les conditions du rapprochement des positions? Bon, d'accord. Merci Serge Kwame pour votre intervention. Je pense qu'on peut y répondre assez rapidement. Merci de votre intervention. Premièrement, si la jeunesse du RDR pense que nous pouvons et que nous devons aller au RHDP sans rassembler tout le monde, y compris le PDCI, la jeunesse du RDR se trompe et nous allons la recadrer. Puisque notre discours constant
est que le RHDP sera le creuset de toutes les filles et tous les fils de ce pays, de tous les partis politiques qui sont à l'origine du RHDP. D'accord, vous ne partagez pas donc cette position. Deuxièmement, qu'il y ait des débats et que au cours de ces débats, chacun exprime ses positions. Que les jeunes du PDCI se rapprochent de ceux du FPI. Mais je demande aussi aux jeunes du RDR de se rapprocher de ceux du FPI. Nous voulons rassembler. 20 21 85 52 20 21 30 44. Un autre auditeur au standard de Prosper Muller. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, il y a qui dans mon téléphone? C'est monsieur Kwame, monsieur. Monsieur Kwame, vous nous appelez d'où? J'appelle la TBV. D'accord, nous vous écoutons. Bon, moi je voulais savoir, en fait, le RDR là, les partisans du RDR ne parlent plus du RDR, pas du RHDP. Je voulais savoir, le RDR existe ou ça n'existe pas. D'accord, merci Kwame. On est obligé de vous interrompre parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais on a retenu l'essence de ce que vous vouliez dire. RDR, RHDP, le RDR n'existe plus ou pas? Le RDR continue d'exister pendant la phase transitoire. Vous savez, nous avons une assemblée générale constitutive qui ouvre une période transitoire. Et de commun accord, nous avons convenu que pendant cette période transitoire, qui peut aller de 12 à 18 mois, les différents partis politiques RHDP continuent d'exister. Et au bout de cette période transitoire, un congrès unitaire sera organisé et tous les partis vont se fondre dans le parti unifié. C'est d'ailleurs pour cela que des militants du RDR peuvent se réclamer encore du RDR et du RHDP. Des militants du PDCI peuvent encore dire qu'ils sont PDCI et RHDP sans qu'il y ait aucune contradiction. D'accord. Un autre auditeur à la suite de Kwame Datekoubé. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour, il y a qui dans mon téléphone? Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku nous appelait d'où? J'appelle d'Angré. D'accord. À la suite de Kwame, on a Kwaku. On y va. Je voulais poser une question au ministre. Allez-y. Jusqu'à présent, les chefs de guerre n'ont pas été poursuivis. On ne sait pas qu'est-ce qui provoque ça. Puisque dès l'ascension du président au pouvoir, il a dit que nul ne sera au-dessus de la loi. Et jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi les chefs de guerre n'ont pas été D'accord, on vous a compris. Merci Kwaku pour votre question. Question de Kwaku. Enfin, c'est plus une préoccupation même, je pense, non? Allez-y. J'ai l'impression que Kwaku a déjà identifié des chefs de guerre comme étant responsables de situation. Ce qui a été fait, c'est que il y a une commission spéciale d'enquête qui a été mise en place, qui a enquêté, et cette commission spéciale, au bout donc de l'enquête, a inculpé un certain nombre de personnes qui étaient donc qui avaient un lien avec donc la crise post-électorale. Et je peux rassurer Kwaku que les personnes qui ont été inculpées relèvent donc de toutes les tendances possibles. D'accord. Les 800 personnes amnistiées sont des prisonniers politiques ou des personnes en lien avec la crise post-présidentielle 2010? Vous n'allez pas me ramener dans la polémique sur la définition du statut de ces prisonniers. Est-ce que le chef de l'État a employé le terme prisonnier politique? Non, le chef de l'État ne l'a pas employé et à juste titre. Nous considérons comme prisonniers politiques des personnes qui sont en prison pour leur conviction politique, leur engagement politique ou en lien avec leurs activités politiques. Les personnes qui étaient en prison l'ont été à l'issue d'une crise post-électorale, à qui il était reproché un certain nombre de faits, donc atteinte à la sûreté de l'État, crime économique. En référence au plateau, vous parliez tout à l'heure du meilleur cheval. D'après vous, en 2020, c'est qui le meilleur cheval pour les RHDP, pour la présidentielle? Le meilleur cheval en 2020 sera la personnalité que nous allons choisir de façon consensuelle. J'attendais de vous conjuguer au présent. Si vous me demandez votre avis, oui. Mon avis personnel bien sûr. Sur le meilleur cheval, dans peu de temps, je vous donnerai mon avis personnel. D'accord. Bon, voilà. C'est un scoop d'une vacuité pas possible. On ne sait pas du tout. On n'a pas eu de réponse finalement. Mamadou Touré, merci. Merci beaucoup. Il y a la pub, on se retrouve juste derrière pour le dernier virage de Chèque On Air. Chèque On Air. Chèque Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Chèque On Air.